Et poursuivons avec notre invité Florent Marciac, chercheur associé à l'IFRI et co-directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès. Merci monsieur d'être avec nous. Je voulais savoir, le démantèlement récent des dernières institutions parallèles financées par Belgrade dont on vient de parler, ne motive-t-elle pas au contraire davantage les Serbes à se rendre aux urnes pour défendre leur place au Kosovo ? Pas tout à fait. En réalité, il y a une culture du boycott des institutions du Kosovo par les Serbes qui permet d'un petit peu de faire obstacle à la consolidation de l'État du Kosovo. Cette culture de boycott résonne également avec les appels de Belgrade, et Belgrade qui entretient une poche d'instabilité au nord du Kosovo qui lui sert à l'occasion à détourner l'attention des Occidentaux dès que la pression sur Belgrade, sur d'autres sujets, se fait un peu trop forte. Florent Marciac, on va aborder justement la situation en Serbie cette fois-ci, qui est secouée depuis plus de 3 mois par des manifestations contre l'incurie, contre la corruption des pouvoirs publics. L'élément déclencheur a été l'effondrement de la toiture de la gare de Novi Sad, pourtant fraîchement rénovée, faisant 15 morts. C'est une tragédie, certes, mais ça a surtout été le point d'orgue d'une contestation qui était déjà bien implantée, non ? Tout à fait. Cette vague de mobilisation donc, qui secoue la Serbie, elle s'inscrit dans la lignée de plusieurs vagues qui, ces 10 dernières années, ont secoué le pays. Alors la Serbie, c'est un pays qui est sous la coupe d'un régime à la dérive, donc qui s'est montré de plus en plus autoritaire. Donc les médias sont muselés, le pluralisme politique en souffre, la violence politique s'exprime. C'est un pays où la corruption, le clientélisme, le népotisme sont très forts. Et donc, c'est plutôt contre cela que la population se soulève. C'est pas simplement pour changer un régime, mais c'est pour changer de système. L'indignation a gagné du terrain au point que 60% des Serbes soutiennent désormais justement ces manifestations. Le président Vučić, jusqu'ici inébranlable, peut-il tenir ? On sait que son Premier ministre a démissionné fin janvier, mais est-ce que ça lui permet, lui, de rester ? Alors, le renvoi de la démission de son Premier ministre, c'est un petit peu la démission d'un homme de paille. La personne clé, c'est M. Vučić, c'est le président et le clan qui l'organise autour de sa personne. Alors, la vague de contestation est sans précédent. Elle gagne des segments de la société, des agriculteurs ou même aux juges qui se joignent à la protestation. On voit des appels à la grève. Donc, effectivement, la grogne et la contestation grandissent. Mais il faut se souvenir que le régime de M. Vučić a déjà truqué des élections, il contrôle les médias, donc il lui reste encore des leviers pour essayer de détourner l'attention. Et là, je reviens encore sur la question du Kosovo, où effectivement, on pourrait s'attendre à de nouveaux actes d'instabilité pour détourner l'attention. La rue est également devenue, semble-t-il, le dernier bastion des aspirations européennes de la Serbie. Et pourtant, l'Europe semble suivre à bonne distance ce qui s'y passe. On n'a pas l'impression qu'elle s'implique. Comment expliquez-vous en tout cas, semble-t-il, cette indifférence des capitales européennes ? Tout à fait, vous avez raison. Contrairement à la Géorgie, par exemple, où dans la rue, on brandit les drapeaux européens pour fédérer un petit peu ses énergies, en Serbie, l'Union européenne est perçue comme une alliée du régime. Il n'y a pas de drapeaux européens dans la rue parmi les manifestants. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'au sein de l'Union européenne, M. Vučić dispose d'alliés très forts. Par exemple, M. Orban, donc qui s'oppose à toute sanction, à toute critique à l'encontre de M. Vučić. Ensuite, il y a les intérêts nationaux de certains États membres, parmi lesquels la France, donc qui a des contrats de défense avec la Serbie, l'Allemagne, qui a des contrats pour l'exploitation de mines de lithium pour son industrie automobile. Donc, les États membres qui cherchent un petit peu à soigner les relations avec M. Vučić. Et enfin, au niveau de la Commission européenne, on a un appel à une Europe géopolitique qui appelle à davantage de pragmatisme, et donc on a tendance à relativiser l'attachement à nos valeurs, à la démocratie et avec tous les principes qui vont avec. Je vous entends bien, mais pourtant ce désintérêt n'est-il pas aussi défavorable à l'Europe face à ses rivaux ? Je pense à la Russie, à la Chine qui est d'ailleurs très présente en Serbie, notamment dans le cadre de développement de ses routes de la soie.
Tout à fait, tout à fait. Et en cherchant à soigner un petit peu le régime de M. Vučić, en l'accommodant, on espère qu'il ne se laissera pas séduire davantage par la Russie. Donc, il n'applique pas il a des très bonnes relations avec la Russie, il n'applique pas les sanctions européennes. Il a des très bonnes relations avec la Chine. Mais tout cela est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul puisqu'on le voit bien. Sur place, le régime cette consolidation du régime se fait de plus en plus forte et les liens avec les rivaux de l'Union européenne se font de plus en plus forts. Aujourd'hui, maintenant, c'est également avec les États-Unis que M. Vučić soigne ses liens avec les États-Unis de M. Trump. Merci beaucoup, Florent Marciac, pour l'analyse que vous nous avez apportée.